c'est DJ Arafat. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. DJ Arafat, pourquoi cette appellation? Parce que c'est des amis à moi qui m'ont collé cette étiquette. Parce qu'ils trouvaient que j'étais trop comme Yasser Arafat. Parce que je suis plus autoritaire dans ce que je fais et j'aime beaucoup m'imposer. Autoritaire dans tous les domaines. Voilà, justement. Ça vient d'où? Ça vient de mon père, parce que lui aussi c'est quelqu'un de... Il a du caractère. Et qui a du caractère, donc voilà. Papa, maman, dans le monde artistique, musicien, chanteur. Ouais. Et tout le monde connaît mon père et ma mère. Mon père c'est Jean-Pierre, ma mère c'est Lobo Valentine, alias Tina Spencer. C'est eux qui vous ont donné envie d'embrasser cette carrière? Ouais, ils étaient déjà comme ça, ils m'ont mis au monde et je crois que j'ai hérité de leur... Vous avez hérité de ça et de leur talent aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler justement de cette carrière. Mais surtout, voici cette affiche qui va maintenant s'offrir à vous. Voilà, c'est DJ Arafat le 30 avril prochain. Il sera en spectacle, grand spectacle au Bataclan. Il faut aller l'applaudir et découvrir sûrement de nouveaux pas de danse. Et Bonnie, bonsoir. Bonsoir. On va s'intéresser à certaines coiffes. À la Turbanimania, les nouvelles Turbanistas, en fait, c'est un phénomène. Et les filles afro aujourd'hui revendiquent non seulement les cheveux crépus et l'afro, mais aussi le turban qui est puisé dans le continent mer et qui a été d'abord prôné par Erykah Badu. On en verra plus tout à l'heure. Voilà, ce sera dans le cadre de Modine avec Gabi, dans le cadre de Afro Kiwiz. Bonsoir Gabi. Bonsoir. On va parler de la récupération de la communauté noire dans la présidentielle française. Oui, si Phil souhaite être maire de Mouila, il y a des noirs qui souhaitent être président en France, mais plus sérieusement, c'est pas pour demain. Pour l'instant, on nous récupère. Dans son cas ou bien? Enfin, pour les oui. Attention, les habitants de Mouila, vos électeurs. Oui. Pour l'instant, on nous récupère et on est assez dispersés. On va voir comment les gens essayent de faire des carrières solo au nom de nous tous. Voilà, merci beaucoup Gabi. Afro Quiz, ce sera pour tout à l'heure. Phil, promettez face à cette caméra qui vous appartient que nous aurons Afro Webstar la semaine prochaine. nous aurons notamment tous ces artistes qui ont déjà remporté depuis le mois de janvier. On va revisiter un tout petit peu, on va revoir nos différents gagnants notamment. Et la semaine prochaine, rassurez-vous, Afro Webstar sera de la partie. Pour l'instant, vous travaillerez à moitié avec le hit d'Aphrodite. La température de l'actualité musicale afro-parisien, notamment les albums et des artistes qu'on a reçus sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup à tous. Alors, Jonathan, qui c'est? Jonathan, c'était un de mes grands frères qui était un DJ, c'était un ami à moi. Voilà. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier? Ouais, il m'a un peu formé, on peut dire ça, côté Atalako et tout, donc j'avais beaucoup de respect pour lui. C'était un grand frère en fait. Est-ce que ce titre-là, c'est le premier qui vous a vraiment fait connaître le succès? Oui, bien sûr. Jonathan, hommage à un ami, celui qui vous a formé en tant que DJ. Vos parents, comme vous avez dit tout à l'heure, sont artistes, musiciens, chanteurs, maman chanteuse, papa grand artiste connu en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Et vous n'êtes pas dans le domaine de la musique. D'abord DJ, pourquoi? DJ parce que j'aimais la musique, mais j'ai pas chanté, je suis pas allé en studio directement. J'aimais aussi voir les gens au platine et tout, et j'aimais bien les Atalakou, Daladi Tutuya, un DJ que vous avez sûrement connu. Donc moi j'ai commencé aussi DJ d'abord, et après j'ai commencé à faire les Atalakou. C'est de là En club ou dans les maquis? Dans les maquis. Les gros maquis. Voilà, c'est là qu'un producteur m'a repéré et qui a décidé de me mettre en studio. Mais Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a eu un accident de voiture. Voilà. On va parler aussi de cette violence qui règne un peu dans votre milieu. Moto, voiture, bolide, on parlera de tout cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici la chanson qui vous a révélé au grand public. Jonathan, signé DJ Arafat. Instruments, vous composez, vous arrangez vous-même? Je suis arrangeur aujourd'hui, je fais mes sons moi-même. Et... Vous l'avez appris? Non, je ne l'ai pas appris, j'ai regardé les gens, comment ils faisaient. Vous avez regardé qui, votre père? Parce que c'est un musicien, pas mon père. En studio? J'ai regardé Max Hero qui est mon arrangeur, j'ai regardé Champi Kilo qui est mon arrangeur, j'ai regardé Baby Philippe, tous les gars qui font des arrangements. Tout le monde peut regarder mais ne pas le faire. Hein. Ouais, j'ai regardé, après j'ai demandé des logiciels aux gens, j'ai équipé mon ordinateur, j'ai essayé de rentrer où il rentrait, et puis bon, à la base je suis musicien, je joue à la batterie, donc
j'ai commencé à me former un peu, et puis bon. Sur cet album, par exemple, où il y a 14 titres, vous avez réalisé combien de chansons? J'ai réalisé Sabadam. Je crois qu'il y a Sabadam. Non, il n'y a pas Sabadam ici. Si, c'est le titre 4. Ah ouais, si, pardon. C'est moi qui ai arrangé Sabadam. Et le reste des titres, ça a été arrangé par Champi Kilo et d'autres gars. Et aujourd'hui, quand ils travaillent avec vous, ils font très attention parce que vous connaissez aussi ou bien vous les laissez faire? Non, je les laisse faire, mais j'apporte toujours mes idées. Donc voilà, ils travaillent et en même temps j'apporte mes idées. Et vous n'écrivez aucun texte? Non, j'ai jamais écrit un seul texte. Voilà. On va maintenant avec Gabi partir pour sa rubrique Afro Quiz. C'est la récupération de la communauté noire dans la présidentielle française. Afro Quiz. Voilà donc Afro Quiz, cette récupération. Comment est organisée la communauté noire dans l'espace politique français? Alors, comment la communauté noire est organisée? D'abord, les Français disent qu'ils sont contre le communautarisme. Ça, c'est la doctrine de la République française. Mais les communautés les intéressent beaucoup, notamment au moment des élections. Parce qu'ils espèrent trouver un fil conducteur d'intérêts, de propositions pour toucher telle ou telle communauté. Les autres communautés, la communauté qu'on connaît comme étant la mieux organisée au monde, dans tous les pays, c'est la communauté juive. Il ne faut pas avoir peur des mots, ils ont une diaspora qui est efficace, qui est organisée et qui sait faire prendre en compte ses intérêts. On voit par exemple aux États-Unis qu'ils arrivent à influencer la politique jusqu'en Israël et donc le président américain est obligé de prendre en compte cette communauté-là. Le problème de la communauté noire, c'est qu'elle est fragmentée à cause de son histoire parce qu'il y a des Noirs qui sont soit des Antilles, soit d'Afrique, et même en Afrique déjà on est très divisé. Ensuite avec les Antilles on n'est pas unis, et donc du coup c'est très éclaté. Il y a toujours eu ce déficit d'organisation de la communauté noire en France, mais depuis peu certains leaders, enfin parce qu'ils ont eu une percée médiatique, souvent pour des œuvres personnelles, soit des intellectuels, des artistes, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, des intellectuels comme Kalisz Beyala ou des personnes publiques comme Thuram essayent d'apporter quelque chose, mais pas jusqu'à créer des mouvements politiques. Ce qui n'est pas le cas de Kalisz Beyala, qui a créé une association, la MAF, Mouvement des Africains de France, et qui espérait, parce que ça a commencé après la guerre en Côte d'Ivoire, puisqu'elle était très anti-française dans ce conflit, elle a essayé de fédérer des gens autour d'elle en disant on va peser sur la campagne française. Mais aujourd'hui, ça ne pèse pas. La réalité est que... Quel est le poids réel de cette communauté noire en France dans ce genre de situation, dans la présidentielle par exemple? Numériquement, nous sommes nombreux. Si on considérait que noir suffisait, la citoyenneté n'a pas de couleur. Mais si on va regarder les choses dans le fond, si on compte les dom-toms, ça fait beaucoup de monde. Si on compte les domiens ici, plus nous les Africains naturalisés, ça fait beaucoup de monde. Numériquement, on pourrait peser. Le problème est l'exercice de la pratique démocratique ou électorale. Nous ne votons pas parce qu'on le sait, quand on fait des enquêtes à la fin des élections, qui a voté, qui n'a pas voté, on connaît les quartiers qui n'ont pas voté, on connaît les endroits qui n'ont pas voté, et souvent ce sont les zones où nous sommes concentrés. Donc malheureusement, nous ne sommes pas organisés pour voter, nous n'avons pas le réflexe. Ceux qui viennent d'Afrique n'ont pas le réflexe du vote, parce que pour des raisons qu'on connaît en Afrique, et ceux qui sont ici se sont estimés marginalisés toujours, et n'ont pas compris que justement pour peser, il fallait qu'ils votent. Donc l'organisation de nos communautés est venue finalement des politiciens français. C'est-à-dire qu'ils vous disent, regroupez-vous, essayez d'enraciner un groupe dans la communauté, comme ça vous allez nous remonter des voix. Et ça se voit du côté de l'UMP comme du côté du Parti Socialiste. Alors justement dans cette organisation, soi-disant organisation entre guillemets, on pourrait ainsi le dire, quelles sont les têtes d'affiche? Alors les têtes d'affiche, par exemple, nous voyons quelqu'un, c'est curieux, si on allait dire du côté de l'UMP que très peu d'Africains le connaissent, ils seraient surpris parce que eux ils savent que lui il est connu. Celui que nous voyons s'appelle Ségadou Kouré, il est président de l'UDR, c'est une organisation qui est apparentée à l'UMP et qui est censée, Union pour la diversité républicaine, qui est censée lui remonter un électorat africain. Bon, ils le font avec un certain nombre d'Africains. Ensuite, on va voir les têtes d'affiche. On va voir la tête d'affiche. Ça c'est voilà. Là c'est Patrick Karam. Il a le Tabazané, mais c'est un Antillais. Il a même été avant Claudiciard le délégué interministériel à l'outre-mer. C'est Patrick Karam qui a conduit les états généraux de l'outre-mer. Et donc, le rôle de tous ces gens, quand on leur donne des postes, c'est aussi
aussi de remonter la communauté. Lui, il a un poste institutionnel et en ce moment, comme on sait souvent si bien se déchirer, l'UDR de Doucouré et Patrick Caram, ils sont antagonistes alors qu'ils ont pour objectif de ramener les voix au même parti qui est l'UMP. Qui ne veut pas se faire remarquer. Ensuite, là, c'est Patrick Lozès. Lui, il a voulu faire cavalier seul. Il a le parcours typique des étrangers qui arrivent à s'en sortir ici. C'est souvent SOS Racisme. Il est pharmacien, non? Il est pharmacien, mais lui, c'est le cran qui s'est créé un peu comme un concurrent de SOS Racisme, on va dire, mais qui a eu beaucoup moins de succès parce qu'ils ont eu un problème de positionnement. D'abord, parce que SOS Racisme et toutes les autres organisations avaient déjà occupé l'espace. Ensuite, peut-être que lui, il a manqué de charisme, de discours ou de quelque chose comme ça. Du coup, il a voulu faire cavalier seul. Il se présente, mais les 500 signatures, c'est peut-être derrière lui. S'il les a pas, il ne se présente pas. Non, on s'en excuse, mais voilà, c'est la réalité aussi. Ensuite, Doga de Dogui, que nous voyons. Celui qui tient le micro. Il a été l'un des premiers à vouloir faire quelque chose. Il a créé un truc qui s'appelait Afrique Agora, où au départ, il s'agissait d'inciter à l'embauche des Noirs dans les grandes entreprises. Donc, on recrutait des jeunes Noirs qui étaient très diplômés, parce qu'ils sont plus exclus que d'autres encore sur ce marché-là. Et puis, le but, comme souvent, c'était une ascension politique. Là, il est avec Yazid Sabek, qui a eu des responsabilités très importantes. Lui, il est algérien au niveau de l'UMP, de la diaspora et tout ça. Mais on n'a jamais, très connu, ouais. On n'a jamais retenu le rapport sur la diversité de Yazid Sabek. Pourtant, il a fait un gros travail. Ensuite, là, on a Rost, que nous connaissons bien ici. Pas de nom de famille. Bon, c'est comme ça, c'est comme... voilà, c'est comme Ebony. Il s'appelle Rost et il a été approché par les socialistes actuels pour être le monsieur banlieue, ville, cité et tout ça. Et en ce moment, il se plaint plutôt et considère qu'ils sont méprisés, ils ne sont pas entendus. On ne parle pas assez de la banlieue. Du Parti socialiste et que François Hollande devrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas une explosion dans les banlieues après la présidentielle parce qu'on attend beaucoup de lui et il est très mal conseillé apparemment sur la question. On va faire une balance, hein, droite-gauche. Cette communauté est plutôt pour la droite ou pour la gauche? Alors, c'est une histoire de philosophie entre la droite et la gauche. Depuis De Gaulle, la droite s'est tissée des relations personnelles avec les gens. C'est-à-dire que on connaît des cas, par exemple, dans des... Je voulais citer une ville, mais je vais m'en garder. On connaît des villes ici où le maire, il a un ami qui est africain, qui bat campagne pour lui pendant la campagne, et après... il vous donne quelque chose. Ça, c'est la tradition à droite. C'est-à-dire que... exactement. Ils ont cette tradition de l'amitié se récompense. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à la droite, il y a la fidélité. Le problème de la gauche et des communistes, c'est que pendant longtemps, ils ont cru que naturellement, les Africains allaient vers eux. Et ceux qui sont allés là-bas se sont plaints de ne pas avoir eu de retour d'ascenseur. Donc finalement, on se retrouve face à quoi? La réalité, c'est que ceux qui veulent nous représenter, peut-être finalement, ils cherchent eux à faire parcours pour eux, parce que la communauté n'a jamais rien gagné là-dedans en termes de propositions, en termes de projets, en termes de il faut arrêter de nous stigmatiser, il faut combattre telle ou telle chose en Afrique. Nous sommes plus droite ou gauche? On était automatiquement dans les années précédentes de gauche, parce qu'on était africain, on était de gauche, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui c'est l'aventure personnelle qui compte. Et puis on l'a vu, le tournant c'était 2007, beaucoup d'Africains et d'Arabes ont voté Sarkozy. Merci beaucoup Gabi pour cet éclairage. Voilà donc ce qu'on devait retenir sur la récupération de la communauté noire dans la présidentielle française. On revient justement à ce DJ qui va occuper donc la scène du Bataclan. Ce sera le 30 avril prochain. Arafat, donc Jonathan est produit, album très très connu, et puis il y a ce changement, il y a beaucoup... Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre Jonathan et le succès d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait de vous aujourd'hui le mythe que vous êtes devenu? C'est le travail, Ça a été voulu? Voilà, ça a été voulu. Après Jonathan, j'ai sorti Ma chérie, faut pas pleurer. Je suis resté en France 3 ans. Je m'étais éteint, on parlait plus de moi. Et après, On vit ça comment quand on parle plus de soi? Quand il n'y a plus de son, il n'y a plus de lumière? Ben, c'est bizarre, c'est clair qu'il y a moins de spectacles. Et puis, il n'y a pas d'inspiration. C'est totalement dans le noir. Donc, quand j'ai été rapatrié, je suis allé en Côte d'Ivoire. Rapatrié? Oui, parce que j'étais ici 3 ans sans papier, en Europe. Et après, on vous a arrêté? La police m'a arrêté, ils m'ont ramené en Côte d'Ivoire. Centre de rétention. Voilà, j'ai fait un mois en centre de rétention. Oui. Et ensuite? Et après, ils m'ont ramené en Côte d'Ivoire.
Et c'est une fois arrivé là-bas, je ne maîtrisais plus rien puisque j'étais. Vous avez vécu 3 ans ici, oui. Donc je me suis adapté au style de là-bas et c'est là-bas que j'ai sorti Bongo. Voilà. Ouais. Bongo, une danse qui a cartonné aussi. Tout à fait. Donc quand vous étiez en train de dire que c'est Jonathan qui, après Jonathan, il n'y a rien eu, ça m'a fait rigoler parce que... Non, moi j'ai dit de toutes vos chansons, Jonathan, c'est la chanson pour laquelle je flash. Voilà, c'est pour moi le tube. Maintenant, Bongo, ça a été un succès. Voilà. Non, j'avoue que non. Vous imaginez Serge danser le Bongo? Non, Tout le monde j'aime a- les chevaux, mais j'ai pas dansé. Gabi. Alors, vous êtes réputé mauvais garçon. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, est-ce que c'est une façon de vous protéger? Pourquoi mauvais garçon? C'est-à-dire que vous avez une forte personnalité, un fort caractère, et certaines de vos paroles, dans certaines chansons, parfois peut-être improvisées, ont peut-être pu être à l'égard de certains un petit peu dures. Non, mauvais garçon, c'est mal placé. Au fait, je suis arrogant dans mes musiques et je suis direct dans mes musiques. Voilà. Et je suis devenu comme ça lorsque le coupé décalé a pris une certaine tournure. Parce que dans le coupé décalé aujourd'hui, les artistes provoquent et c'est des clashs de clash en clash. Et moi aussi, je ne me laisse pas faire. En guise de réponse. Voilà, c'est question-réponse au fait. C'est un jeu? C'est pas un jeu pour moi, peut-être eux. Pour eux, c'est un jeu, mais moi, pour moi, c'est pas un jeu. Vous êtes sincère dans vos attaques et tout ça? Moi, je suis très sincère parce que la musique me donne à manger. Je joue pas avec ce qui me donne à manger. Est-ce que ça a permis aussi au coupé décalé de s'imposer? Parce que moi, ça me rappelle un peu dans la guerre des rappeurs afro-américains, West Coast, East Coast, mais on s'attaque, ça fait monter le buzz et ça fait vendre les disques aussi. Ouais, le coupé décalé, à un moment, est en train de mourir. Et à cause de moi, je peux dire à cause de moi, Yoruba, Arafat, le coupé décalé Ça veut dire quoi, à un Yoruba? certain Yoruba, ça veut dire l'homme qui déborde les bords. Ah, celui qui déborde des bords. D'accord. On va prendre ça comme ça. Ouais. Donc, vu tout ce que je fais, mon arrogance dans les sons et tout, les clashs que j'ai eu à faire avec des gars, ça a remonté, coupé décalé. Vous avez des regrets ou pas? Pas du tout. Non, je regrette rien. Pourquoi? Propose sur Jesse Matador, vous les regrettez pas? Non. Je regrette rien. Jesse Matador, il a insulté le coupé décalé et le coupé c'est décalé. Je voulais dire, je joue pas avec ce qui me donne à manger. Non, je suis Moi, d'accord tu avec peux vous. pas insulter le coupé décalé puisque Qu'est-ce qui s'est tu passé fais avec du Jesse? coupé décalé toi-même. Il avait fait une interview dans son pays d'origine où il disait qu'il faisait pas du coupé décalé, ce n'était que du bruit, que c'était pas vraiment de la musique, donc il avait en effet un peu craché dans la soupe. Voilà. Ce à quoi avait gentiment Moi, j'ai répondu avec. J'ai pris mes FSI et tout, Abidjan, et puis j'ai répondu. Les frères Et il a eu Cissé. la réponse, je crois, sa maison de Dix même l'a chassé à cause de ça. Donc voilà. Voilà ce qui est. C'est- Alors justement, ça c'est le domaine professionnel. Et dans la vie de tous les jours, comment vous êtes? Bon, dans ma vie de tous les jours, moi, je suis un homme qui aime le jack, je me mets toujours bien, et puis bon, voilà, je travaille, je suis tout le temps dans mon studio, j'aime les voitures qui roulent vite, les motos, et, voilà, je suis tout le temps dans les maquis, boîtes de nuit, je fais la fête. Je suis un homme à fête, voilà. Voilà, donc voici ce qui est dit. Alors DJ Arafat, on va maintenant voir une compilation, hein. Ça a été travaillé par nos amis de la post-production. On va retrouver Aregadé. On va retrouver Aregadé, Arrangé pardon. par moi-même. Oui, Frappé Naboula Tala. Oui. Par vous aussi. Oui. Et puis la danse du Bouddha, Atalakou, que vous avez dédié à Didier Drogba. On vous applaudir. On vous applaudit. Mais Merci. est-ce que tout ce que vous chantez au début de vos chansons, vous le faites? Vous pouvez refaire quelque chose comme ça là? Oh, quand le vela tata so makubo lande takema modi lange yemu ne lekejo ko le basima matala ke di lange yemu Arafat wani ko le vela tata so makubo la de ko le matoto matala ba ko de Et ça veut mama dire na quoi? ba na ça veut rien dire du tout, tu ne fais que écouter pour danser. Il n'y a aucune portée même pour vous. Ça, c'est des animations. Maintenant, il y a des titres où on chante, où il y a des morceaux qui sont censés. Ouais. Voilà. Et après, derrière, on fait des animations. Alors là, la compilation s'est terminée avec un Atalakou à Didier Drogba. Quels sont vos rapports avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je m'entends très bien avec tous les joueurs parce que ce sont mes grands frères. Et puis, bon, j'ai de bonnes relations avec Drogba, Kader Keita, Maestro, Mascradel, pas mal de joueurs. En tout cas. Mascradel, il joue où déjà? Il joue à Saint-Étienne. En ce moment? Oui. Voilà. Et Bonnie? Oui, justement, vous vivez surtout à Abidjan, vous venez souvent à Paris pour le raison professionnelle. Quand vous êtes au pays, est-ce que vous arrivez à être naturel, vraiment à sortir tous les jours? Parce que vous devez avoir beaucoup de fans.
Oui, justement, mais au pays, tu es obligé de sortir tous les jours pour faire la promo parce que nous, tout le temps, on sort des sons. Et voilà, tous mes clips se font au bled. Moi, je suis plus basé au bled qu'ici. Mais vos FRC dont on parlait, c'est un peu vos gardes du corps. Donc quand vous sortez, vous êtes toujours entouré de cette... À moi, c'est bon, les corps habillés, hein, c'est pas seulement les FRC. Donc c'est des corps habillés, des amis à moi, mais je prends pas les corps habillés pour se balader avec moi. Est-ce que vous marchez seul dans le marché ou à Abidjan, aller à Maquis seul, tout seul dans la rue comme ça? Non, moi je suis tout le temps avec des amis, des potes, on est au moins 15, chaque jour on est 15. Les gens qui sont jaloux de toi, ils vont venir te créer des problèmes. Donc nous quand on sort, je sors avec toute une armée. Vous avez décidé d'être le mauvais garçon de la musique ivoirienne. Oui. Voilà, on m'appelle le monument à Abidjan. Le monument. Incontournable. Voilà. Gabi. Vous faites beaucoup de spectacles en Afrique, ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. On aime le coupé-décalé partout. Quel est le pays où vous avez senti qu'on aime encore plus le coupé-décalé? Je suis au Congo. Kinshasa? Oui, non, Brazzaville. Voilà, ils adorent le Congo là-bas et ils connaissent que ça. Ils connaissent pas notre artiste ivoirien. D'ailleurs, on parlait de la culture, il y avait un face-à-face avec un chanteur. La musica, voilà. Le Congo, déjà, c'est un pays, eux, ils sont renfermés et eux, c'est que la musique qu'ils écoutent. Mais moi, j'ai été choqué de voir qu'ils aiment Arafat, ils aiment le Congo là-bas et tout. Et en ce moment, c'est ce qu'ils dansent là-bas. Donc, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Vous êtes beaucoup au Cameroun aussi. Voilà, Cameroun aussi, justement. Voilà. Là-bas, je suis allé 3 fois et vous avez des bons cachets, hein, vous avez fait des jaloux là-bas. Oui, j'ai des bons cachets. Et surtout, il y a des nanas là-bas qui sont bien, les chéris coco. Alors moi j'aimerais qu'on parle un peu de génération. C'est vrai que Arafat est le leader charismatique de cette nouvelle génération coupé-décalé, mais quels sont vos rapports avec les anciens, Lino Versace, Mollard? On a de bons rapports, hein. Mollard c'est mon vieux père, tous les gars de la Jet Set c'est mes vieux pères. Et voilà, il n'y a pas de palabre entre moi et eux, je respecte toujours le fait que ce soit eux les dévanciers. Sur vos compositions, sur vos albums? Oui, ils ont été dans mes, non pas sur mes albums, mais ils ont été dans mes concerts, et eux aussi quand ils ont des concerts, je suis là, donc voilà. Ah, c'est eux nos dévanciers, hein. Si tu respectes pas les dévanciers, c'est bizarre. Il a parlé des nanas, des jolies femmes camerounaises. Il en a parlé, maintenant on va s'intéresser justement à la mode, les coiffes des femmes à travers justement Modine Deboni. Les coiffes de ces dames, et comment vous avez dit déjà? Les turbanistas. Turbanistas. C'est un mélange entre turban et fashionista justement, donc là l'image... Elles sont belles, hein. Comment ça s'appelle? Vous la connaissez ou pas? C'est Solange Knowles, c'est la petite sœur de Beyoncé, qui est une icône mode pour toutes les Afropéennes qui se respectent. On regarde, on regarde votre diapo, voilà, et puis on vous écoute aussi en même temps. Voilà, donc l'image commence par justement Solange Knowles, la petite sœur de Beyoncé, qui est vraiment une icône et qui porte énormément de wax, de bazin, en tissu africain. C'est encore là avec un autre turban sur la tête. Ce turban que portent souvent nos mamans à la maison. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment la marque. Vous, quand vous êtes chez vous. Ça c'est vrai, pour ceux qui sont venus chez moi, j'ai toujours mon foulard à la maison. Voilà, on voit Inamoja. C'est vraiment la marque aujourd'hui de toutes les afros de Paris et d'ailleurs, c'est de porter le turban, d'imiter la femme nigériane, parce que là on reconnaît Kelly Rowland du groupe Destiny Child. C'est facile à faire ça. Justement, on avait fait un tutoriel, vous vous rappelez, j'avais montré une vidéo sur les Nigérianes, comment porter Là c'est Yaya D'Acosta qui avait gagné American Next Top Model. Voilà, donc tous les grands mannequins, toutes les égéries noires américaines portent aujourd'hui le turban, une petite fille du Nigeria justement. Et aujourd'hui à Paris, dans les rues de Paris, on voit des filles maintenant, Erykah Badu bien entendu, qui a emboîté le pas à tout le monde justement. C'est une dame du marché je pense qui formule originelle, et là on reconnaît Amber Rose qui est la chérie de Wiz Khalifa. C'est aujourd'hui l'élément mode. Tout le monde, toutes les... en même temps, mais oui, c'est super bien. Je suis une fille, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'élément mode de toutes les filles. De toutes les filles aujourd'hui de la capitale, elles portent le turban, ça leur donne un peu une façon d'être africaine un peu plus. Mais est-ce qu'elles savent vraiment que le turban c'était vraiment porté par d'abord les grandes reines du continent? Voilà, on voyait toujours les reines avec leur belle coiffe. D'ailleurs, quand on regarde même Nefertiti dans les gravures, elle a toujours quelque chose sur la tête. C'est une façon de se protéger entre Dieu et sur terre. Il y a que le petit chapeau qui va changer. Donc comment vous les trouvez, Arafat? Non, elles sont bien. Elles sont très belles. Et puis, bon. Quelle est la tenue de la femme qui vous plaît? Pagne africain, pantalon, robe, jupe. Non, moi j'aime quand elles sont en petites culottes. Oui, ça c'est une tenue, d'accord. Ça c'est après. Mais avant à la rencontre. Moi je veux rien savoir. Petites culottes, petites t-shirts. Ça c'est clair. À la plage en fait. Voilà. Alors, Didier Arafat, une carrière bien pleine.
ponctué de succès. Tous les disques et tous les albums sont pour la plupart des succès. Et puis la création d'une danse. Parlons du Zoropoto. Qu'est-ce que c'est en fait? Le Zoropoto, c'est un mélange de pieds qui fait ça. Voilà, gauche et droite. Voilà. Vous pouvez faire ça là, Zoropoto. Attention, vous avez le micro par où? Je m'excuse de Julien Vialet, récupérez-le. Permettez, juste pour Juman, on va vous mettre quelque part. Juman, faites-moi signe, dites-moi. Voilà, restez là, restez là. Restez là, juste à côté de cet écran. Voilà, on improvise un peu. Donc, restez là, voilà. Voilà, le Zoropoto, c'est ça. Devant et derrière. C'est pas compliqué. Ouais. Maintenant, le Pongo, c'est ça. Comme ça, je vais vous apprendre après. D'accord. Zoropoto, j'essaie. J'avoue que des fois j'essaie tout seul à la maison, mais c'est pas très évident. Mais c'est joli quand les femmes dansent ça. Voilà. Ces 2 pas de danse que vous venez de créer là, il fallait chercher, il fallait trouver, il fallait s'inspirer de quelque chose. Par exemple, le Zoropoto qui est la toute dernière, qu'est-ce qui vous a inspiré? Le Zoropoto n'est pas la toute dernière. Quelle est la dernière? La dernière en ce moment, c'est le Makwende. Makwende. Voilà. Ça c'est comment alors? Ça c'est... Vous allez savoir ça bientôt aussi. D'accord. Alors pour parler du Zoropoto, qu'est-ce qui a inspiré cela? Non, le Zoropoto, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas regardé un truc, c'est venu comme ça. C'est un enfant qui avait mal au pied et qui bougeait d'une manière bizarre. Et puis bon, on rigolait, on prenait ça pour rire. Après, on s'est mis à s'amuser avec et puis bon, on a trouvé que c'était bien. Donc je rentre en studio, j'ai chicoté le son propre avec Champikilo, puis bon, il y a aussi cette bataille de concepts, c'est-à-dire le DJ qui va sortir le concept avant l'autre, et souvent il y a des concepts qui se croisent. Mon ex-danseur qui avait pris la même danse, qui appelait ça Placali, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait su Placali, ça va appeler la danse Placali. Voilà, c'est des petits trucs qui me lèvent un peu, donc j'ai dit bon ok, comme tu veux faire la même danse, tu changes le nom, je vais te montrer que c'est mon ton patron. J'ai sorti Zoropoto. Mais le fait de sortir tellement de choses, Pongo, Zoropoto, et puis la dernière c'est Makwende. Makwende qu'on verra au Bataclan le 30 avril prochain. Voilà. Le public s'y retrouve? Tout le monde s'y retrouve et aujourd'hui c'est ce que je vous dis, j'ai apporté une nouvelle couleur au coupé décalé, c'est qu'avant dans le coupé décalé, après le succès d'un morceau, les artistes s'arrêtaient comme ça, ils s'asseyaient, ils attendaient 2-3 ans pour sortir des sons. Donc quand tu attends comme ça, après on t'oublie. Aujourd'hui les Américains ils sortent les sons chaque 3 mois, voilà, donc il y a des tubes qui sortent, donc moi j'ai compris avant eux. Est-ce que vous produisez d'autres artistes? Oui, je produis d'autres artistes, là il y a Tito Roberval, un de mes enfants que j'ai produit, qui cartonne en ce moment à Abidjan, il a sorti un concept. Le nom est un peu trop truc, je vais pas dire le nom. Merci de nous épargner cela. Voilà, il cartonne là-bas et j'ai sorti aussi la Kuitata de Stéphane Numa qui a cartonné, puis bon voilà. D'accord. Alors on va maintenant, est-ce que vous avez déjà vu en dessin animé? Oui, ils ont monté un truc sur YouTube, un clip de Amor bizarre. Là, nous, on a essayé de mixer les deux. On a essayé de mixer le dessin animé et votre véritable clip. Pongo pour bouger. Vous êtes un monument. Ouais, ça, je le reconnais. Merci, tonton. Non, je crois de la démarche d'une. La démarche de mon arrière-grand-mère. Elle est vieille, donc elle marche avec un bois et puis elle est un peu courbée. Voilà. Et c'est de là qu'est parti Pongo. Voilà. Mais Pongo qui veut dire quoi en fait? Pongo veut dire plusieurs choses. Pour d'autres ethnies telles que Baoulé, ça veut dire vélo, d'autres ça veut dire Kori. Le cheval aussi? Non. Chez Juman qui réalise cette émission, il dit ça voudrait dire cheval aussi. Ah, c'est dans son ethnie peut-être. Vous avez du succès, vous avez une carrière fulgurante. Comment vous êtes organisé, Arafat? Est-ce que vous avez un groupe qui vous accompagne? Son orchestre qui m'accompagne dans mes lives. Et aujourd'hui, mon père est mon manager général. Et il y a tout un staff, toute une structure qui est montée. Donc voilà quoi. Donc tout est bien structuré. Au Nangélé, ça répète ou vous répétez où? Oui, on répète au Nangélé. Le Nangélé derrière la RTI. Pour un spectacle comme celui que vous allez donner au Bataclan, vous viendrez avec votre groupe? Non, là, c'est pas en live, c'est un semi-live qui va se passer en playback. Donc voilà, les danseurs arrivent d'Abidjan, ils seront là d'ici la semaine prochaine. Donc voilà, mon père aussi. Ce sera l'occasion de montrer les premiers pas. Voilà. Vous passerez nous dire bonjour avec papa quand il sera là. Vous inquiétez Ça nous fera plaisir. Gabi. On vous sent très, très sûr de vous, et c'est bien d'ailleurs. Vous pensez que le coupé décalé peut arriver jusqu'où encore? S'il n'y a personne pour être comme moi, s'il est vieilli, là, ils sont dans des problèmes. Et vous voyez le relève pour l'instant ou pas?
N'est-ce pas prétentieux de se voir un peu comme le sauveur d'un rythme? Ben, je suis un sauveur. J'ai sauvé le coupé décalé et puis bon voilà, je suis dans le coupé décalé, je suis comme le guide au fait. Donc c'est clair, moi je vais former des petits à moi. Je vais former des petits à moi qui sont pas mal. Comme dans Reggae, j'ai chanté avec un nouveau gars qu'on connaît pas. Est-ce qu'il y en a un nouveau qu'on peut dire, ah c'est le futur Arafat? Vous rêvez d'être une star mondiale? Ah oui, c'est mon rêve. Et voilà, je rêve de faire un featuring avec Lil Wayne, donc je sais que je vais réussir à le faire parce que je sais ce qu'il demande. Comment vous êtes accueilli aux États-Unis? Aux États-Unis, je suis allé une fois, j'ai pas aimé sincèrement, parce que ceux qui nous avaient invités ont attendu qu'on arrive maintenant pour caler les spectacles. Donc bon, j'ai trouvé que ça servait à rien. Ils m'ont donné un visa de 6 mois, j'ai fait 3 jours. Après, je suis rentré. Alors, on va voir l'affiche de votre spectacle. Quand vous voyez cette affiche-là qui sera bientôt, qui est déjà à Paris, et pour le plaisir de tous ceux qui adorent ce que vous faites, voilà. Quand vous voyez cette affiche-là, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Non, ça c'est une pré-maquette, ce n'est pas l'affiche finale. C'est pas l'affiche finale, La vraie affiche va sortir quand les spots vont commencer à tourner. Ça c'est juste pour annoncer. Et le Bataclan, pour vous, ça représente un spectacle? C'est un jouet, le Bataclan, c'est un jouet, je sais que je vais remplir jusqu'à se casser même, parce que ça prend même pas beaucoup de personnes, 1450 places. Abidjan, vous avez fait 4000? Non. Le premier concert à Abidjan, on parlait de la culture. Le palais de la culture prend 4500 personnes, j'ai fait 6000 personnes. Mon deuxième concert, les tickets étaient plus chers, qui étaient à 10 000, 15 000. C'est qu'aucun artiste ivoirien n'a osé à faire. À part les artistes qui quittent de l'extérieur, tels que les Booba, en tout cas tous les artistes étrangers qui viennent à Abidjan, font les tickets à 10 000, 15 000. Et moi, je suis le seul gars qui ait osé faire mes tickets à 10 000, 15 000. Pour le deuxième concert, j'ai fait 9000 places. Voilà. Donc Arafat sur la scène du Bataclan, ce sera pour le 30 avril prochain. Mais pour l'instant, ils sont 5. Et Phil nous en parle à travers sa rubrique Afro Hit. C'est vrai qu'ils sont sur la scène du Bataclan. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Dans un spectacle comme ça à Paris? C'est un honneur, ça fait plaisir parce que c'est pas permis à n'importe qui de faire un concert au Bataclan. Il ne faut pas qu'on se mente. Seuls les durs qui font des concerts là-bas. Et vous êtes dur? Non, ils vont savoir que je suis un dur quand je bérai. Bérai, je vais être bé, rempli. D'accord, béret. Du verbe de B. Ouais, c'est un jargon ivoirien. Donc lorsque ça sera rempli, ils vont voir au moins ma capacité et puis bon, voilà. Qu'est-ce qui vous touche dans la vie? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous interpelle? Bon, sincèrement, ça va peut-être... Parce que quand j'écoute ce que vous faites comme musique, c'est vraiment de l'ambiance pratiquement tout le temps. Vous avez chanté des chansons pour soutenir la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire traversait des crises. Qu'est-ce qui vous touche dans la vie? Qu'est-ce qui vous parle? Ce qui me parle, c'est de voir les guerres chez nous en Afrique, tout le temps les problèmes. Puis le pire, c'est que c'est nous-mêmes qui s'entretuons, vous voyez. C'est des trucs qui sont pas bien, mais bon. Moi, je rentre pas souvent dans ce genre de choses, donc je préfère pas faire des morceaux pour ça. C'est vrai que même pendant la crise post-électorale, vous n'étiez pas... apolitique, complètement. Parce que les deux parties me demandaient partout en spectacle. Donc, j'ai pas voulu choisir. Donc j'ai fui et je me suis reposé en Europe et j'ai regardé. Et puis là, aujourd'hui, comment ça se passe? Tout a repris en Côte d'Ivoire, tout est calme. Et puis bon, les gens se regardent même. Non, on est toujours saoulé, dans les bars, donc il n'y a pas de ça. C'est son parler à lui, je n'y peux rien. Voilà. On va maintenant tous les deux partir pour un face-à-face. Ok. D'accord. Face à face à présent. Et ensuite, on va retrouver le duo que vous avez fait avec Leslie pour finir cette émission. Face à face. Comment ça se passe? Arafat, combien d'enfants avez-vous? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Quel est le prénom de votre amoureuse à l'heure actuelle? Il n'y a pas. Vous vivez seul? Oui. Le mariage, c'est à quel âge? Pas maintenant. À quel âge à peu près? Bon, peut-être 50 ans, là j'ai bien vécu ma jeunesse. La jeunesse jusqu'à 50 ans. Que représente pour vous votre mère? Ma mère, c'est symbolique, c'est mon Dieu sur terre. Voilà. Que représente votre père à vos yeux? Pareil. C'est mon Dieu aussi sur terre. On vous taxe de mauvais garçon, vous l'êtes véritablement? Non, je ne suis pas un mauvais garçon, mais j'aime pas les foutaises. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas. Est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez, dans les injures, est-ce qu'il y a des mots que vous évitez? Non, moi je prends tous les mots, pas que je monte. Voilà, tout ce qui peut blesser mon adversaire, je le prends, je blesse.
Quel est le pays, la Gabi a déjà posé la question, quel est le pays où vous vous êtes produit en spectacle et qui vous a véritablement marqué? Le Congo et le Cameroun. De votre pays, la Côte d'Ivoire, si vous devez dire un seul mot, qu'est-ce que vous diriez? La paix, rien que la paix. Lorsque les éléphants ont perdu la Coupe d'Afrique, dans quel état d'esprit vous étiez? J'étais troublé, j'ai perdu mon nageur parce que j'avais parié et j'ai laissé mes spectacles que j'avais en Europe. J'ai pris l'avion le même dimanche pour aller à Abidjan tout en croyant qu'on allait gagner pour faire la fête. Et j'ai été vraiment déçu, ça m'a écœuré, Quel est le prénom de votre meilleur ami? Il s'appelle Olo Pacha. Il vit où? En Côte d'Ivoire, il est chez moi en ce moment et il me regarde. Merci beaucoup DJ Arafat d'être venu jusqu'à nous. Mais les questions étaient faibles, hein, Oui. Non, c'est ce qu'on a préparé. La prochaine fois. Alors, on a été très très heureux de vous avoir sur ce plateau pour partager ce moment avec vous. Une fin de semaine qu'on a voulu avec beaucoup de musique, la musique que vous faites, et puis nous serons là le 30 avril prochain pour vous applaudir sur la scène du Bataclan. Bon spectacle à vous. Et puis, bonne fin de semaine à vous, Phil. Vous nous avez souhaité par anticipation. Bonne fin de week-end, bonne fin de semaine à Gabi et à vous aussi, Ebony. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera lundi à la même heure. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Djouman Yevou. À ses côtés, il y avait Julien Vialet. Et puis, pas loin à la diffusion, on a retrouvé, comme tous les soirs, nos amis Sabir Gaïb et Jean-Marie Bloch. Pour finir, un dernier mot. Je peux voir un signe. Merci à tous mes fanatiques. Landry, et puis bon voilà, rendez-vous pour le concert. Et merci aussi à mon frère Landry Agbon qui m'accompagne tout le temps. Et puis à Maroc qui a le chéri Coco du Cameroun, j'arrive bientôt. Voilà, et à Maroc à qui on dit bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, on se quitte avec Leslie, c'est un duo, Leslie et DJ Arafat qui propose, arrangé par lui évidemment.